Bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche, épisode numéro 7, qui sera consacré aujourd'hui au film Mad Max Fury Road. Mon monde est à feu et à sang. Tout va se jouer sur le pétrole. On s'entretue pour de l'essence. Il n'y a presque plus d'eau sur la Terre. De l'eau. Où est l'eau? On n'a plus d'eau. Ils sont de retour. Tout le monde est devenu fou. Tu n'es pas le seul. Tout fait mal dans le désert. Vous voulez survivre ? Faites ce que je vous dis. Ramassez ce que vous pouvez et fuyez. Quelle journée merveilleuse! Attends. Comment tu t'appelles ? Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche, épisode numéro 7, consacré aujourd'hui au film Mad Max Fury Road. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul, alors on va commencer par les petits nouveaux. Donc bonsoir Milou. Bonsoir. Et puis bonsoir Stefcor. Bonsoir Creepers. C'est la fatigue. Bonsoir, y a pas de problème. Alors pour tout vous avouer, c'est le deuxième record de cet épisode parce que le premier serveur qu'on avait ne tenait pas la charge, donc un peu de fatigue, un peu de stress, tout ça, les cafouillages arrivent avec. Donc aujourd'hui le film proposé, le film Mad Max, le film sorti en mai 2015. Attendez 2 secondes que je retrouve. Je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde. Pardon. Bonsoir Stefcor. Bonsoir. Mais tu fais partie des meubles maintenant. Ouais, voilà, tu vois, il y a des nouveaux, allez hop, l'ancien, on le fout là, c'est bon. C'est ça, Le c'est gentil, ça. le vieux. Mais enchanté d'être là et de voir des nouveaux. C'est ça. Oui, j'ai oublié de te présenter, mais tu es un habitué, mais oui, il faut quand même présenter, c'est la moindre des choses, donc je vais le dire maintenant. Bonsoir Stefcor. Bonsoir Oasis, comment vas-tu? Bien? Très heureux de rencontrer de nouveaux participants. C'est ça. J'espère que... Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai espéré que ce renouvellement soit continu, quoi. Bien que je sens que le licenciement est proche pour moi, quoi, mais... Vu comme c'est parti... T'es sur la sellette. Ouais, je le sens, hein. Là, je crois que la vie le recommandait, je vais l'avoir d'ici la fin de la semaine, quoi. Je crois qu'avec la grève de la Poste, pour une fois, je vais être content que la Poste soit en grève. Ouais. T'auras peut-être le temps d'en faire une nouvelle. Exactement. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, le film de ce soir, qui est le film Mad Max Fury Road, qui est sorti, je n'ai plus la date, putain, j'ai plus la date en tête déjà. 14 mai 2015, donc il y a 2 semaines, au jour où on enregistre, donc on enregistre le 27 mai pour être précis. C'est un film réalisé par George Miller, avec comme acteurs principaux Tom Hardy et Charlize Theron, qui jouent les 2 rôles principaux de ce film. C'est un film de science-fiction américain qui dure 2 heures, tout pile. Donc
Petit présentation du synopsis, présentation de l'histoire du film. Donc on suit Mad Max, qui est joué par Tom Hardy, qui erre et qui vit tout seul dans le désert et qui se retrouve prisonnier et qui va donc ensuite se retrouver embarqué dans une sorte dans une course poursuite folle à bord de véhicules militaires qui tentent de fuir d'une citadelle dans laquelle l'empereur Immortan Joe, qui a le monopole de l'eau dans cette citadelle, s'est fait voler ses femmes qui sont des femmes dites pures qui pour certaines même portent un de ses enfants. Et donc on va s'en suivre une course poursuite folle à bord de véhicules et de vaisseaux à 300 à l'heure dans un désert de manière assez monstrueuse. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de le film en tant que tel, de l'histoire? Un scénario assez léger, j'ai trouvé. Intéressant, mais assez léger. Alors ouais, ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu au cours de l'émission, mais moi je suis pas trop d'accord avec l'aspect léger justement que certains ont un peu dénoncé. Ça commence à ressortir de temps en temps. C'est-à-dire, ouais, le film est bien, mais le scénario est un peu léger. Moi j'ai trouvé que justement on avait une grande qualité dans ce film-là, c'est sa linéarité, son côté un peu classique dans la construction, mais qui est on va dire magnifié par le talent de George Miller pour raconter des histoires et pour rajouter plein de petites couches permettant d'avoir justement un film assez intéressant et qui sait évoluer et progresser dans son histoire. Enfin, moi, mon avis au niveau de l'histoire, c'est que c'est assez intéressant. On est loin de blockbusters qui tentent de se la jouer compliqué, un peu à la Avengers 2 qui tente pendant 2h30 de raconter tout et n'importe quoi. Là, on va dire c'est simple, ça sait où ça va et ça le fait plutôt bien. À mon avis, ouais, je rejoins exactement l'avis de Creepers. Il n'y a pas de scénario. Le film, on n'a pas l'utilité. Au vu que, ouais, justement, en plus, c'est un film post-apocalypse. Il n'y avait pas, un besoin de mettre un scénario trop important. Le fait est que Miller, a bien placé sur l'action et le développement même des personnages, et on n'avait absolument aucun besoin de complexifier le scénario, quoi. Il n'y a pas de chichi. Bah oui, parce que si c'est pour nous faire un Avengers à l'américaine avec des twists, des twists à QI30, non, c'est absolument pas intéressant. Là, on a une linéarité, comme tu disais, Creepers, et c'est parfaitement bien, quoi. Ça confirme, à la perfection. Ouais, moi j'aurais quand même aimé un petit scénario avec il y a quand même au moins un petit twist. J'ai bien aimé le film, j'ai passé 2 heures magnifiques, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. Ouais, si je devais lui donner un défaut, ce serait ça. C'est un scénario trop simple par rapport à tout ce qu'on prend dans la gueule tout le long du film, quoi. Ouais, c'est que c'est cette sorte de course-poursuite dans le la raison de la course-poursuite en tant que telle est bien présentée, bien expliquée, où au début du film, avant cette course-poursuite, on présente bien la vie dans la citadelle, où on voit donc cet empereur dictateur, on pourrait le dire un peu, qui possède donc c'est une citadelle qui est dans le désert, et donc le peuple n'a pas d'eau. Et ce qui se passe donc, c'est que lui possède de l'eau pure, et donc il les maintient un peu prisonniers en fait, parce qu'ils peuvent pas s'échapper, parce que dans le désert il y a rien. Mais en même temps, il leur donne de l'eau, mais au compte-gouttes, c'est un peu limité. Mais ensuite, les courses-poursuites en tant que telles, il y a des histoires, parce qu'on retrouve plusieurs bancs qui vont se ramener, qui vont s'ajouter dans la course-poursuite, des sortes d'autres clans, mais c'est une sorte de course-poursuite où ils font la course, il se passe des événements, d'accord, et après ils reviennent, et voilà, c'est un peu léger. Mais est-ce que
Ouais, si je peux juste intervenir, ce que tu dis au niveau du début justement sur le placement de l'histoire, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de voix off qui surligne tout, on n'a pas en quelques plans, il arrive à te créer un univers, à te créer une situation, à te poser une histoire. Dire, on est en quelques minutes, on connaît les enjeux. Et c'est ce qui est bien par rapport à beaucoup de films maintenant qui oublient un peu de faire ça et qui surlignent vraiment tout en prenant un peu le spectateur pour un zozo. C'est voilà, regardez, il y a ça, il va se passer ça, et ça va continuer pendant à peu près une demi-heure, le temps qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Là, vraiment, en quelques plans, même au niveau du post-générique, quand on découvre le personnage de Max, en quelques plans, il arrive à te créer une icône, un personnage, un univers, et c'est vraiment une grande force. Et c'est là où entre guillemets, il y a un scénario qui est plus, on va dire, linéaire et plus simple. Par contre, on a une écriture visuelle qui accompagne tout le film, et c'est là où on retourne un petit peu à l'essentiel du cinéma, c'est qu'on a un film qui repose beaucoup sur ses plans et sur ce que George Miller va nous montrer en cascade, en histoire, en dialogue, etc. Enfin, pour moi, c'est un peu la base, on va dire, sur ce type de film. Ouais, après, tu dis oui, que le début, tout se met en place très vite et qu'on comprend très vite, mais enfin, il y a quand même eu 3 films avant. Je sais pas si tous ce soir là vous les avez vus avant. Non, je les ai pas vus avant. Oui. Moi j'ai vu les 2 premiers, le 3e je suis pas sûr. Mais ce qui fait que quand j'ai été voir le film, je savais déjà à peu près l'univers, ce qui se passait dans l'univers de Mad Max. Et après, oui, en quelques plans, il te remet bien dedans. Après, quelqu'un qui n'a jamais vu, donc Oasis pourra peut-être nous en dire plus. Je découvrais l'environnement Mad Max il y a une semaine quand je suis allé voir le film. Avant, j'avais entendu parler, mais sans plus. Et après, ouais, l'arrivée dans cet univers-là, je sais pas s'il se fait pareil quand on n'a pas vu les autres ou pas entendu parler des autres. Moi, quand on découvre Mad Max par Mad Max Fury Road, je suis pas sûr que les premiers plans aient le même impact. Je suis pas d'accord. Je sais pas, t'avais vu les anciens Mad Max Creepers ou pas? Oui, bien sûr, mais la force, encore une fois, de Miller, c'est de réussir à se réapproprier un univers et un personnage. Et la preuve, vu le succès, d'ailleurs, je suis très très surpris du succès du film, que ce soit critique et au niveau des spectateurs, c'est que je pense pas que les millions de personnes qui se sont jetées dans les salles aient vu Mad Max 1, Mad Max 2 ou Mad Max 3. Le 3, il date quand même de 85. Et je pense clairement qu'en quelques plans, on arrive, c'est peut-être là, justement, on a oublié un petit peu ce qui était un peu la puissance de certains films. Je veux dire, le premier Mad Max, au niveau de l'histoire, je veux dire, on avait une histoire de vengeance, il était filmé, on voyait ses lunettes, on voyait ses mains vite fait, il y avait pas beaucoup plus de dialogue, mais on arrivait à rentrer dans un univers. Et là, au niveau du visuel, au niveau du personnage, on voit à peu près ce qui se passe, on a une explication un petit peu au début de l'univers, et je pense vraiment qu'une personne qui a vu aucun Mad Max peut largement prendre son pied et comprendre ce qui se passe et les enjeux dans ce film-là. Oui, exactement. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Non, je rejoins tout à fait, ouais. Il y a pas il y a pas besoin. Moi j'ai vu les 3 premiers, et pour autant je pense pas qu'on soit éjecté du film. Comme disait Milou, c'est vrai que quand on connaît les précédents, le début a plus d'impact, mais c'est pas effrayant. Donc Oasis, toi tu n'as jamais d'appréhension. Ouais, tu connais pas l'appréhension d'attraper un boomerang alors. tu vas pas me comprendre. Ça me parle pas du tout ce que tu dis, justement. mais pour tous les gens qui ont vu le 2, comprendront parfaitement. Une très grande scène. Ouais. Très grande scène, quoi. Et donc t'as pas d'appréhension boomerang. Tu vois, ça peut t'inciter à le regarder, quoi, juste pour ce moment. Ouais, parce que justement, il y a quelque chose au début de ce film qui m'a, pour ne pas avoir vu les anciens, qui m'a marqué, c'est que après c'est une quadrilogie, donc le film part sur le principe que les gens connaissent Mad Max et on le présente pas beaucoup en fait. On présente beaucoup l'empereur Furiosa, mais Mad Max, voilà, il est là, il s'est capturé et puis après il se passe la course poursuite dans le désert. Je sais pas si vous avez pas eu cette. Moi j'ai l'impression quand je l'ai vu on sait pas d'où il arrive. Il se passe quelque chose et il se barre. Mais pour tu vois, si les gens n'ont vu que le 2e et le 3e, ils auront exactement le même avec toi. Il n'y a que si tu as vu le premier où tu connais vraiment l'histoire de Mad Max. Exactement, ouais. Tu vois le 2e et le 3e, il a exactement à peu près le même type de comportement. T'as cité tes œufs, il débarque. Donc, je pense que même des gens qui ont vu le 2 en 80 ou le 3 en 85, s'ils n'ont pas vu le premier,
ils se sont retrouvés dans le même... Et pour autant, ça n'a pas du tout empêché justement que les deux autres soient un succès, moins le 3, à juste raison, mais ça n'a pas empêché Mad Max de conserver cette aura et le personnage d'avoir une aura aussi importante, quoi. C'est un peu comme dans les westerns, en fait. C'est-à-dire, le mec débarque et surtout, vraiment, je trouve que les personnages de Mad Max, que ce soit le 1 ou 2 ou 3, ou même justement le 4, c'est qu'on a l'impression d'avoir un peu comme pas forcément comme un James Bond, mais dire, le mec débarque, c'est comme un nouveau personnage quasiment. Dire, il est là, il subit un peu ce qui se passe, mais il va se révolter contre un système en place pour essayer de survivre. Mais je pense clairement qu'une personne qui ne connaît pas du tout l'univers peut rentrer très facilement dans le film en quelques plans, en quelques minutes. Ah oui, après je dis pas que le film en tant que tel et une fois que tu sais pas trop d'où il vient, mais après dans le film en tant que tel, durant l'histoire, ça a pas été très gênant, je veux dire, hein. Peut-être qu'après il y a des références à d'anciens films aux anciens Mad Max qui m'ont pas forcément parlé, mais ça m'a pas gêné en tout cas. Peut-être que vous, ça vous choque de pas voir des références, mais moi ça m'a pas gêné. En exemple, parce que dans Fury Road, il y a des flashbacks par rapport au passé de Mad Max. Et Oasis, si t'as pas vu les anciens, je pense que ça t'a pas forcément parlé. Non, justement, ça m'a pas parlé. Parce que ce dont tu me parles, je vois à peu près de quoi tu parles, mais non, j'ai pas eu la référence parce que je m'étais dit je dis pas que ça fait fuir ceux qui n'ont pas vu l'autre univers, mais quand t'as vu les autres films, tu rentres beaucoup plus facilement et tu t'immerges plus facilement à l'histoire que mais tu t'imagines que quelqu'un qui n'a pas vu les anciens. Si tu relances le 4 et qu'ils te refont encore une fois une explication du personnage de Max. Ah oui, non, ce serait interminable. Là, on le fait dans plein de films. Sinon ça plombe le film. Il y a plein de films qui le font. On est bien d'accord. Tu t'ennuies pendant 25 minutes parce que justement, ils veulent pas perdre le maximum de personnes et parce qu'il faut que tout le monde puisse rentrer dans le film. Que là, on a quelques images. Je pense qu'il a quand même compris que voilà, sa femme et son fils, c'est une fille même d'ailleurs dans le 4 où je me trompe complètement. Parce que c'est un garçon, non, dans le premier film. Donc je pense vraiment qu'il réinterprète complètement le personnage. Et donc on est vraiment... Ouais, mais moi j'ai même eu un doute en me demandant si c'était pas dans le 3 qu'il y avait autre chose encore. Parce que le 3, je suis pas sûr de l'avoir vu. Parce que je pense vraiment qu'il se réapproprie, et c'est la grande force du film. Et justement, là où moi je suis content, c'est pareil, on est un peu dans une tendance de films d'action où des fois on a des remakes, des reboots, des machins, où on prend l'exemple de Terminator, il faut absolument Schwarzy. Il faut qu'il soit là, même 3 secondes. Il faut absolument qu'il apparaisse, même si c'est ridicule, on va le mettre 3 secondes. Là, on n'a pas de clin d'œil, pas de coup de coude au spectateur pour dire hey, t'as vu mec, Mad Max, voilà, tac tac, trop bien, on a mis Mel Gibson, on a mis un tableau de Mel Gibson dans le fond de l'écran, on le fait apparaître 3 secondes pour dire une phrase de daube. Non, c'est vraiment le film vit par lui-même, je trouve. Et c'est une grande intelligence, je trouve, de Miller, et c'est aussi alors pas du courage, mais c'est vrai que le fait que Warner ait cru en ce film-là et permis de faire le film sans Mel Gibson alors même si Charlize Theron est connue, on n'est pas sur des ultra stars qui sont devant, même si maintenant Tom Hardy commence à prendre un petit peu de la valeur sur les gros films, mais c'est quand même une grosse prise de risque, je trouve, et surtout de partir sur quelque chose quasiment de neuf. Enfin, un clin d'œil, il y en a quand même par rapport au premier film. Ah, il y en a des petits clins, mais c'est léger, c'est pas... Même par rapport il y en a pas mal quand même. Même par rapport au troisième, il y a un clin d'œil aussi qui est fait... dans le troisième, à un moment, on lui demande à Mad Max de retirer ses armes et il débat tout un lot d'armes et on n'arrive pas de lui dire non, encore une. Et là, ça a été inversé. Oui, c'est dans le camion. Ouais, c'est dans le camion. Ouais. Et ça a été inversé. Et c'est un clin d'œil par rapport aux 3. Mais c'est des petits... Voilà, c'est pas grossier. Voilà, c'est pas grossier. Moi, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ouais, par rapport à la référence, voilà, ça te donne un petit coup comment dire, de la part du réalisateur, une petite tape dans le dos en disant, ouais, si t'as vu le 3, voilà, je te fais un petit clin d'œil. Mais c'est pas lourd. Et ça s'intègre. Enfin, ouais, c'est peut-être pas vraiment un clin d'œil, mais l'acteur qui joue le gros méchant de Mad Max Fury Road, c'est le gros méchant de Mad Max 1 quand même. Exactement. Ouais, c'est l'acteur du 1, ouais. Donc c'est pas un clin d'œil flagrant, mais s'il y en a quand même un. Mais tu le sais quand tu vas voir les crédits. Dans le film, tu vas pas. Ah oui, non, il est méconnaissable. Ils l'ont repris, mais c'est pas le même personnage, c'est pas le même. Voilà, c'est vraiment juste le même acte qui joue dans le film. On n'est pas dans le. Tu vois, ils auraient pu prendre Mel Gibson en méchant, par exemple. Vous auriez pu le mettre apparaître d'un seul coup, comme on a eu dans plein de films qui reprend justement où il apparaît vraiment pour faire bien. Mais c'est vraiment un film qui vit visuellement et en termes de personnage vraiment tout seul. Et c'est assez remarquable, je trouve. Même d'ailleurs, Mel Gibson, il y avait un caméo qui était prévu et au dernier
il avait été, c'est George Miller lui-même qui avait dit que ouais, non, finalement, ça aurait pas fait vrai dans le film et que du coup il refusait. Ouais, ça aurait pas servi à grand chose. Après, peut-être aussi qu'il a plus vraiment une image très sympathique maintenant. Alors ça peut, il y a peut-être des détails là-dessus, mais je pense que ça servait à rien de le faire venir comme ça et que je trouve que c'est une bonne chose de pas l'avoir mis. Oui, c'est clair que le retour de Mel Gibson au vu de qu'on dire sa réputation désormais sulfureuse et c'était impossible de le faire revenir quoi. Il est totalement grillé quoi. Ouais, bah écoutez, c'est des références qui me parlent pas. Je m'étais renseigné sur le film et j'avais pas entendu parler de cette histoire avec Mel Gibson qui aurait dû jouer, qui aurait dû faire ce caméo. Mais il aurait dû faire après, la première version du film en 2003, je crois. Hein. Ça avait commencé à peu près à se lancer, mais il y a eu tellement de problèmes de production que du coup ça a été repoussé. D'accord. Quand même pas mal d'années, Ah oui. mais bon, il en ressort, ça ressort quand même un très bon film, hein, même si on ne retrouve pas cet acteur-là. Donc pour revenir maintenant un petit peu à l'histoire en tant que telle, je vous lisais déjà dans cette première tentative d'enregistrement à propos de quand le convoi part dans le désert. À l'origine, il est dit dans le film qu'il part faire un échange de pétrole contre des armes. Et il y a et ce qui se passe, c'est que finalement le camion qui part, il part avec aussi à l'intérieur du véhicule les femmes de l'empereur Furiosa. Et moi, il y a quelque chose. D'Immortal Joe. Ouais. Mais il part avec Immortal Furiosa. Joe, pardon, j'ai confondu. Mais il y a quelque chose moi que je me suis dit pourquoi ils n'ont pas vérifié quoi que ce soit avant. Moi ça m'a paru trop gros en fait cette histoire des femmes qui sont incluses avec que ça alarme personne, qu'il y a personne qui se dise t'as remarqué, il manque quelque chose quoi. Que en fait toute cette présentation, tout ce lancement en trombe avec une sorte de cérémonie un peu, mais au final je sais pas, il y a ça me paraît vraiment gros et un peu posé là de manière un peu grossière. Ouais, non, moi ça m'a pas choqué parce que tout se déroule, a priori tout se déroule comme d'habitude pour une livraison. Ouais. Et il y a qu'au moment où il change de trajectoire qui se pose une question et qui va voir dans son coffre-fort s'il y a encore ses femmes, quoi. Ouais, c'est le fils, c'est un de ses fils à Imperial Joe qui repère en regardant un petit peu comme ça l'horizon, qui se rend compte que le camion commence à détourner, et là il y a donc Immortal Joe qui va voir vite fait où sont ses femmes, et là il se rend compte qu'il se fait un petit peu avoir, mais c'est vrai comme tu l'as dit, il y a un côté cérémonial, dire que c'est quelque chose qui se passe régulièrement, et Furiosa dans le film dit clairement que elle s'est battue pour avoir la confiance, et qu'elle a réussi à avoir le véhicule, et que c'est là où elle a réussi à lancer son opération et à essayer de libérer les femmes, quoi. Ouais, a priori ces femmes, Immortal Joe là, il les voit pas pas si souvent que ça, à part pour les engrosser, je crois qu'apparemment elles sont toujours fermées sous clé, quoi. Ouais, il a un harem, donc elles sont isolées par rapport à la population. Donc mais je pense, moi j'ai trouvé que la réaction était assez vive. Ouais, c'est très rapide. Ouais, c'est. Non, ça m'a pas choqué. Perso, ça m'a pas. Tu vois, il les rattrape en peu de temps. Hein. La poursuite, elle commence directement. Au bout de 20 minutes, ils sont derrière et ça commence à péter assez rapidement. Ah oui, après, avec cette sorte de... on l'a déjà dit, cette course-poursuite dans le désert où il va y avoir donc Imperial Joe et d'autres clans qui vont être... il envoie tout le monde. Hein. qui vont se ramener. Donc il y a tous les clans du coin qui vont se ramener pour se mettre en chasse, en course-poursuite avec ce convoi, on peut dire, en fait. Mais bon, c'est juste cette mise en scène là qui m'a un peu choqué. Après, la course-poursuite en elle-même, ils vont traverser le désert, il va leur arriver divers pépins. Au début, il va falloir que Mad Max ait la confiance acquiert la confiance de Furiosa, et puis ensuite ils vont s'allier pour s'échapper tous les deux, galérer quand ils vont devoir traverser le désert, les marais salants, etc., quoi, les sables mouvants, pardon, etc. Alors c'est là où ils se battent avec Charlize Theron, justement, c'est là où on voit que le personnage vraiment est important de Furiosa et qu'elle en a, on va dire, et qu'elle sait se défendre et du répondant. C'est une belle baston
entre les deux personnages, t'as un Tom Hardy qui est complètement enchaîné et qui va essayer de se libérer. Et c'est là où Charlize Theron va essayer de défendre justement les femmes pour pas qu'elles retournent là-bas. C'est là qu'on voit qu'elle sait se défendre et qu'elle envoie, quoi, comme on dit. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc après, peut-être quelque chose à rajouter concernant l'histoire en elle-même qui vous ont plu, choqué, je sais pas. Non, moi, des détails. Non, perso, l'histoire se tenait parfaitement bien. Et... Non, sur l'histoire, j'ai rien de plus à dire. Milou, Creepers, on a déjà pas mal dit. Non, sur l'histoire. Ouais, pour éviter de trop en dire aussi, pour laisser quand même des surprises. Moi, je trouve que vraiment qu'il se passe plein de choses, et ils vont traverser justement, comme tu l'as dit, différents environnements qui vont trancher visuellement. C'est ça qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va vraiment voyager quand même un petit moment, même si justement les décors de désert, on peut se dire c'est que du désert, mais ils arrivent à renouveler un petit peu le visuel du film. Mais au niveau de l'histoire, ouais, moi je trouve qu'il se passe vraiment plein de choses, et je trouve ça tellement fluide et bien fait que voilà, il y a matière à pas s'ennuyer. Voilà, donc concernant ce film, l'histoire en elle-même, on a quand même dit pas mal de choses. Après, concernant plutôt l'environnement du film, donc ce qui concerne donc cette histoire en elle-même, elle est toute accompagnée de tout un environnement, tout un visuel, toute une musique. Pour commencer par ce visuel qui est tous ces véhicules. C'est pas juste un pauvre camion qu'on met dans le désert, un camion tout-terrain qu'on met dans le désert et roule ma poule. Tous ces véhicules sont transformés, sont modifiés. Chaque clan a un peu ont leur code, en fait, que ce soit avec des couleurs ou par exemple leur camion qui est tout noir avec plein de pics de partout, plein de petits véhicules, c'est quelque chose d'assez monstrueux et d'assez important dans ce film, d'assez énorme, et qui est que j'ai trouvé très très impressionnant, quoi. C'est visuellement il est très beau quand même, quoi, avec ce désert en arrière-plan, ces véhicules qui sont dans lesquels se déroulent les trois quarts du film. C'est quelque chose que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas trop ce que vous en avez c'est une impression là-dessus. C'est une belle claque visuelle, ouais. De toute façon, pendant 2 heures, on en prend plein les yeux, quoi. Mais pas plein les yeux parce que ça pète de partout sans raison. C'est plein les yeux parce que c'est bien fait. Il y a une cohérence visuelle d'un bout à l'autre. Et ça, c'est techniquement, pour moi, techniquement, c'est une claque, comme Milou le dit. Tu peux pas trouver un reproche technique. Il y a pas de mauvais goût. Tout, tu sens que c'est pensé, que ça a été dessiné, que l'univers a été vraiment réfléchi parce qu'on en a vu, des films post-apo, ça, on en a bouffé pendant des années. À l'époque de Mad Max 2, ça a lancé la mode complètement. Ça a été pompé dans tous les sens, que ça soit par le cinéma italien qui l'a un peu ringardisé avec plein de trucs un peu chelous, et encore même dans le cinéma américain un peu partout. On a même eu un petit peu des post-apo en France, donc du post-apo on en a mangé, et là il arrive à créer un univers complètement cohérent. Et c'est fou, vraiment du début à la fin, c'est fou. Tu te prends claque sur claque, t'as des plans mais de malade du début à la fin. Au niveau des véhicules, de toute façon, ça fait partie de l'ADN de Mad Max. C'est juste la puissance. T'as des camions qui sont juste énormes. T'as des 4x4, des trucs sur chenilles, des motos, des buggy. Et t'as un balai de véhicules qui se déplacent et qui arrivent à relancer même, je trouve, l'action au fur et à mesure. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est que peu importe ce qui se passe dans le film, tu peux te dire au bout de 2 heures, j'en aurais marre de voir des séquences de poursuite. Ils arrivent à te relancer l'action, mais c'est le coup des perches, c'est incroyable. Moi, je sais pas combien de fois je me suis dit, c'est fou, comment ils ont filmé ça, c'est complètement fou. Même le coup du guitariste et des musiciens qui sont quand même assez au niveau de l'histoire, ils apportent pas grand chose, mais au niveau la mythologie, visuel et de la musique et tout ça, ils sont quand même assez impressionnants, ce guitariste qui a son propre char où il est devant un mur d'enceinte à jouer durant la course poursuite pour ce convoi, en fait, ça en impose, quoi. Quand tu vois le guitariste qui joue durant l'histoire et qui est assez monstrueux, quoi. Il accompagne les actions, en fait. Ouais, et puis sur le même char, il y a tout un tas de tambours, de gros tambours derrière, comme dans les vieilles batailles, là, pour donner le rythme. Ouais, c'est quelque chose qui est quand même assez, c'est une idée géniale, assez important, et qui est quand même, que j'ai trouvé assez magnifique, quand même, de
de voir ça, tu fais wow. Et Quoi. cohérent avec la bande son en plus. Ça accompagne la bande son, donc vraiment ça rythme les bastons, ça rythme les poursuites et il y a un côté aussi martial, très martial justement, où tu sens que même au loin, t'entends les percussionnistes qui fracassent un peu tout pour prévenir qu'ils arrivent, pour faire peur un peu à tout le monde. C'est vraiment imposant, mais c'est vraiment une idée de génie qui est parfaitement mise en scène et utilisée dans le film. Tu voulais dire quelque chose, Steph Carr, je crois. Moi, ce que j'avais à dire, c'est faites pareil, filmez les films en live. Ouais. Parce que c'est là où on prend tout l'impact du film. Et là, toutes les scènes sont filmées live. Il y a beaucoup de travail de post-production et des effets numériques qui sont présents, mais ils sont mineurs. Que ce soit, et on a droit à des cascades absolument magnifiques. On ressent les impacts, on se rend compte que voilà, c'est des vrais véhicules. Il y a vraiment de la tôle froissée. On se prend des tensions envers les personnages qu'on a pu désormais parce que on est gavé de fond vert, de CGI à gogo. Et là, moi, je me suis retrouvé, à être impacté, mais à avoir des sensations que j'avais quasi oubliées sur les scènes de cascade. C'est absolument magnifique. Tout ce qui a été justement mise en scène ou autre, on ressent cette présence des véhicules à l'écran. Il y a un gros, comme je disais, il y a un gros travail de post-production. Le film a pris quand même 3 ans en post-production, mais on le ressent. Le live, on le ressent quand on est dans le film, ça nous plonge un petit peu plus dans le cœur du film. Moi, j'ai juste auparavant, juste la séance avant, j'ai regardé Avengers 2 et j'étais totalement sans la moindre tension vers les personnages. Tout est filmé sur fond vert et au moins j'ai eu la comparaison directe entre les deux, entre une mécanique bien huilée désormais qu'on se mange quasiment tout des sorties des gros blockbusters. Et juste après, j'ai enchaîné dans la foulée avec Mad Max et voilà, j'étais sur un autre monde. Et tu vois que le film fait du bien. Il fait du bien, ce film. Tu te prends Mad Max dans la gueule, tu te dis mais mince, comment on a pu rester pendant des années à manger du Marvel où t'as quasiment les fins des films, c'est toujours les mêmes scènes de bataille, où t'as toujours les mêmes trucs que t'as déjà vu des millions de fois avec les mêmes effets d'explosion numérique avec des gars comme il le dit sur fond vert où tu ressens quasiment plein parce que tu sais, vu que c'est un film de super-héros, ce qui va à peu près se passer, mais c'est pas que les Avengers, c'est vraiment beaucoup de blockbusters hollywoodiens, les Fast and Furious où c'est quasiment devenu des super-héros aussi, où t'as des poursuites uniquement en images de synthèse complètement retravaillées. Là, quand tu vois une cascade, tu sais que le mec qui est au volant, il s'est cassé la gueule avec sa bagnole. Tu sais que la tôle froissée, c'est de la vraie tôle froissée. Tu ressens les choses. Le sable, c'est du vrai sable. C'est con à dire, mais en plus, c'est bien filmé. C'est filmé. Alors D'ailleurs, si vous vous amusez à taper Mad Max Fury Road dans Google Images, vous verrez des images du film où on voit durant le tournage. J'ai hâte de voir le making of. On voit le making of doit être monstrueux. Mais on voit surtout que on voit les vrais véhicules et par rapport à quand on voit le film, il y a quasiment pas de modification. Tu vois juste une voiture en état, une voiture cassée, mais c'est quelque chose qui est quand même assez. C'est du brut. C'est du vrai, c'est du brut cascade. Tu fais après il y a 2 énormes scènes d'action. De passage ultra agité, on va dire. Et pendant le film, je me suis fait la réflexion quand on passe de la scène très agitée au moment où on retombe sur un temps calme, où normalement ça coupe net. Et là, je me suis fait la réflexion dans la salle. Je me souviens de waouh, quoi. Mais t'es bouche bée. D'un seul coup, ça se calme et tout retombe. Et tu fais, mais qu'est-ce que je viens de vivre là? C'est. Mais t'es pris à la gorge. T'es pris au trip par les cascades et par tout ce qui se. Moi, quand une séquence se passait, je dis mais comment ils ont filmé ça? Tu sens que c'est pas on va revenir comme d'hab des trucs un peu comme à la Avengers, mais tu sens que la caméra se balade de manière numérique dans un décor sur fond vert, etc. Là, mais t'as les moments où c'est filmé, où tu vois la bagnole se renverser, où t'as une explosion. Moi, la scène sur la perche où tu vois Max qui voit l'explosion en arrière du gros camion, qui se passe je sais pas combien de trucs à l'écran, mais ces trucs qui ont été composés, qui ont été millimétrés, mais ça donne une pêche visuelle, mais c'est du money shot sur money shot sur money shot sur money shot sur money shot. Il est complètement fou ce film. Moi régulièrement j'étais scotché devant le truc. Ça fait du bien. Je leur dis mais ça fait du bien. À 70 ans, George Miller a réécrit la partition des films d'action. On peut faire un film d'action qui dure quasiment 1h30.
on a 1h30 d'action sans être épuisé, on est simplement porté et on ressort du film avec la banane, alors que justement, on va parler Avenger ou Fast and Furious, on va se taper 45 minutes, 1 heure continue d'action, où on sort lessivé, on n'a pas tout compris, ouais, limite ça nous est passé dessus. Et ouais, tu t'en fous. Tu t'en fous. Voilà. Et tu te sens juste, ton cerveau, il s'est pris, t'es à 2 doigts de la crise d'épilepsie, parce qu'on a voulu te saturer avec du clipping, c'est bien filmé en plus, ouais. Et là, c'est propre. Tu repenses à une scène précise, tu vois tout le déroulé, quoi. C'est une vraie putain de partition de maestro, quoi. Et... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le scénario était bien, parce que tu te rappelles du film. Moi, régulièrement, je sors d'un gros film où il se passe tellement de trucs des fois que même, je pense que le réal, au bout d'un moment, il a laissé le montage à quelqu'un et puis il s'en fout. Là, Miller, il a tout pensé le film. C'est-à-dire, tu sens que tout est travaillé, tout est millimétré, tout a été dessiné, parce qu'il y a eu des montagnes de storyboard. Et je crois même qu'à l'époque, ils avaient même prévu de le faire en performance capture, comme les films de Zemeckis. Donc, parce qu'il vient d'Happy Feet, enfin, il devait même faire Justice League pendant un moment en performance aussi. Enfin, voilà, redonnez-lui Justice League, arrêtez de donner des films de super-héros à n'importe qui. Mais là, c'est un film, alors non seulement qui est, on va dire, un peu à l'ancienne, parce qu'il est filmé à la dure, mais en même temps qui est hyper moderne et qui te renvoie plein de réalisateurs à l'école, quoi. C'est en termes de travail et de mise en scène, c'est éblouissant. C'est vraiment remarquable. Oui, et puis enfin les scènes elles sont tellement réalistes. Il y a un truc tout bête moi il y a quelques plans qui m'ont marqué. Donc on a toutes nos scènes avec des vraies bagnoles, du vrai désert et tout. Et Charlize Theron, elle a dans le film donc elle a un bras en moins et il y a quelques plans où elle a pas sa prothèse et en fait là le trucage en fait tu le vois plus. Ouais. Du fait du réalisme de tout le reste, je sais qu'il y a quelques plans où on voit très bien que son bras en fait il a été retravaillé numériquement quoi. Ouais, ça j'ai pas fait attention. En vrai, Charlize Theron, elle a un bras en moins sur un côté. Ah non, c'est juste pour le. Non, c'est elle juste pour a le. Deux bras en vrai, mais dans le film, elle en a qu'un. Ouais, c'est juste pour le film. C'est juste pour le film. Non, ils lui ont mis une chaussette, ils lui ont mis une brassière verte ou un truc comme ça pour l'effacer en poste numérique. Mais c'est vrai que ces petits rajouts, tu les vois comme la scène de tempête. À côté du reste où il y a. Mais justement là. Il y a très peu de traitements numériques, numériques genre effets spéciaux. Qu'en fait, il y a quelques plans au tout début quand elle rencontre Max. Tu vois que le moignon il fait pas vrai. C'est pour ça où tu entends les gens qui sur lequel moi j'ai tendance maintenant à vraiment j'en ai marre de bouffer du CGI et tu le dis les gens font mais non c'est faut s'y habituer et tout non mais c'est non faut pas il faut pas parce que c'est quand on voit un film comme celui-ci on se rend compte de la merde qu'on bouffe. Et je dis pas que tous les films, moi Gardien de la Galaxie ou autre, j'ai adoré. Avengers le premier, j'avais pris une claque, mais là Avengers 2, j'ai compris la mécanique et j'ai vu la mécanique mise en place et ça m'a vraiment déçu. Et je vois que là on morfle méchamment avec des choses dégueulasses quoi. Là on a quelque chose d'absolument magnifique et c'est vrai que la moindre petite imperfection où on te met du CGI, ça te saute directement aux yeux, quoi. Et tu te rends compte que le live, les mecs. Et à contrario, justement, la scène où on a des effets de post-prod, qui est la scène de tempête, tu te la prends bien dans la gueule parce que t'en as pas tout le temps. C'est pas, c'est là où elle est vraiment marquante cette scène-là aussi, parce que tu as une scène qui est ultra spectaculaire, mais elle dure pas non plus, elle est beaucoup moins présente que le reste des cascades du film. Et c'est là où cette scène-là va être marquante parce qu'on n'est pas dans l'abus justement des scènes en fond vert. Ils auraient pu le tourner comme 300 entre guillemets, voilà, avec des acteurs machin. Mais là non, c'est le désert. Et ils rajoutent après une scène de tempête, mais ça marque encore plus justement. Ouais, c'est quelque chose qui est assez monstrueux. Et pour en revenir à la bande son et donc à ce guitariste. Donc juste pour vous dire, la bande son, vous allez peut-être pas forcément vous en rendre compte durant le film, mais moi après j'aime beaucoup faire ça. Après c'est réécouter les bandes son des films que je viens de voir, et là je l'ai trouvé la bande son originale officielle sur Spotify, et quand tu la réécoutes tu fais mais qu'est-ce que c'était bien quoi. Elle y apporte beaucoup aussi quoi, avec tu sens qu'elle accompagne l'histoire, elle est vraiment collée à l'histoire, et quand tu reviens de ça, c'est je suis là on me répéter un peu par rapport
à tout à l'heure, mais voilà. Attention sur la route en écoutant la bande son de Mad Max, pas que t'appuies un petit peu trop sur l'accélérateur quand même. Mais voilà, enfin, la bande son, elle est faite de manière, on est limite à se demander si c'est la bande son qui accompagne le film ou le film qui accompagne la bande son, quoi. C'est un peu ça, ouais. Enfin, c'est indissociable. Les deux ont été faits pour le film, quoi. Enfin, c'est. Il y a une osmose, c'est une chose qu'on voit plus. Comment dire, cette sensation dans certains films, justement, on voit arriver le gros son et on fait ouais, il y a la grosse scène d'action qui arrive. Que là, il y a une osmose parfaite, ça accompagne et on est comment dire, ouais, on n'est pas spoilé par la musique. C'est magnifique bande son, quoi. Il y a pas un thème Mad Max, il y a une bande son Mad Max, quoi. C'est exactement. C'est ça. C'est l'ensemble de la bande son qui fait le film et pas un thème qui revient toutes les 30 secondes et qui va dire attention là ça va chier. Exactement, un petit coup à la Zimmer, allez vas-y. Et pourtant ça chie tout le temps. Oui, voilà. exactement. Remarque, oui, au final c'est toute la bande son qui dit ça va chier. D'ailleurs en parlant de la bande son, moi il y a une des musiques justement, je trouve qui est magnifique, une de mes scènes d'action préférées dans le film, c'est quand Furiosa arrive justement pour faire l'échange de la citerne, justement, elle a fait un arrangement avec des gars dans une gorge d'étranglement et bon ça se passe mal forcément, et là il y a la musique et parfois un tout petit peu plus, pas forcément mélancolique mais un peu plus on va dire musical dans le son, et je trouve que c'est sur cette scène là elle est vraiment magnifique la musique, et t'as des moments de tension qui sont encore améliorés par rapport à ça, où t'as le camion qui se fait bombarder de tous les côtés par des motocross, par des 4x4, là t'as Immortan Joe qui débarque d'un seul coup avec son gros truc là, Star Trek qui fait des bonds partout, enfin la musique je la trouve remarquable sur ce passage là. Puis il y a certaines musiques où t'as l'impression qu'ils ont intégré un peu et mélangé des petites touches de musique classique qui rendent le monde, la scène encore plus comment dire, encore plus impressionnant, encore plus stressante. Je sais pas si vous voyez laquelle vous voulez parler. Elle s'appelle Brothers in Arms. Ah, c'est ma préférée, c'est peut-être celle-là que je parlais justement. Elle est magnifique. Ouais. C'est ça. Où au début, c'est ça que je vais vous mettre à la fin de l'épisode pour conclure. Et cette musique, vous verrez dedans, vous retrouvez des petits morceaux, des petits extraits de musique d'un morceau connu de musique classique. Je suis pas capable de vous redire le titre, mais où là je me suis fait mais c'est magnifique quoi. Mais au début je me suis dit oh merde, ça ils vont essayer de te placer la musique classique, mais elle est vraiment là en plus et elle apporte vraiment quelque chose, et voilà, c'est une de mes chansons préférées depuis longtemps. À sortir le nom. Je sais pas non plus. Elle a fait pas mal de publicité comme beaucoup de musique classique, mais je sais pas. En tout cas, elle colle bien au film, effectivement. Quelque chose à rajouter peut-être sur la bande son, ou on a déjà fait quand même pas mal le tour de ça. Non, ça semble bien. Écoutez-la, même si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez même l'écouter à part. Je trouve qu'elle passe très très bien à côté encore. On a déjà fait un bon tour du film. Peut-être vous avez une dernière remarque à en faire. C'est un chef-d'œuvre. Avant de passer à la conclusion. C'est un chef-d'œuvre. Allez-y. Ah ouais, non, c'est une claque absolue, ouais, à voir. Et j'ai entendu la rumeur selon laquelle Miller disait qu'il avait un scénario pour le 5 qui s'appellerait Mad Max Furiosa. Il semblerait que ça soit déjà prévu. Ouais. Enfin, moi je l'ai pas entendu en tant que rumeur. Oui, il l'a annoncé. J'avais entendu qu'il avait prévu une trilogie dès le départ, enfin une deuxième trilogie. Ouais, mais j'espère que ça se fera, quoi, que le succès sera là, quoi. Parce qu'il y a eu un gros investissement quand même, ouais. On va dire à 150 et ça démarre correctement, mais j'espère que ça va bien retomber sur ses pattes. J'avais peur et. Moi aussi. Ouais. C'est un vrai soulagement. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, j'y vais, ouais, non, 30 ans après, le dernier, quoi, et de voir, moi, j'avais vraiment peur, je voyais les bandes annonces, mais bon, on sait désormais que les bandes annonces sont bien structurées pour donner envie. Moi, j'ai vu que la première, après, j'ai arrêté pour les autres, mais, et là, quand j'étais voir le film, non, c'est juste, c'est une petite merveille, quoi, c'est, construit comme dans les années 80, avec, ouais, de la technologie moderne, une belle, non, sérieux, c'est juste parfait, quoi. Tu fais bien de parler, Steph Core, de la bande-annonce du film, parce que, pour tout vous avouer, la bande-annonce, je l'avais déjà vue dans d'autres précédents films que je suis allé voir,
Et je m'étais fait la réflexion plusieurs fois que ça avait l'air d'être une merde, tu sais, la bande-annonce un peu où on retrouve on retrouve beaucoup, donc tout ce visuel et toute cette musique qui est assez monstrueuse, mais elle me paraissait un peu décousue, ou l'histoire un peu tordue, et je m'étais dit, mais jamais j'irai le voir, ce film a l'air nul à chier. Et c'est entre autres toi, Steve Core, ou d'autres personnes à qui je n'ai parlé, et qui me disaient mais va le voir, c'est génial, tu vas adorer. Et j'avais un après-midi où j'avais rien à faire, je suis allé le voir et je suis ressorti comblé. Donc, surtout qu'il faut vraiment le voir en salle. Faut le voir en salle. Vraiment ouais, par contre, je suis pas sûr que dans notre salon, il rende aussi bien. À moins d'avoir un immense home cinéma, je pense pas. Même. C'est bizarre parce que moi, la bande-annonce, justement, je l'avais trouvé, et c'est là où j'étais moi très surpris quand je suis allé voir le film, c'est qu'elle justement, elle dévoile pas trop. Moi, tout ce qui était avec les femmes, au niveau de l'intrigue, elle dévoile rien. Il y avait pas grand-chose, donc moi, j'ai appris plein de trucs. Justement... Ça, c'est génial. Et pourtant, techniquement, avec les grosses lettres, avec la musique symphonique derrière, enfin, j'ai trouvé qu'elle était incroyable. Moi, justement, c'est la première fois, c'est une des rares fois où j'ai une aussi grosse attente, parce que maintenant, je commence à essayer de modérer mes attentes, parce qu'on est souvent déçus justement par les bandes annonces, et c'est une des rares fois où j'ai eu beaucoup plus que ce que j'en espérais. Et la bande annonce, je l'ai trouvée très très bien. Et on va dire, moi où je suis content, un peu comme Steve Core, c'est que le film a l'air de marcher, et je ne m'y attendais, mais absolument pas. Je m'attendais pas à ce que la Warner fasse confiance comme ça à Miller, sans tête d'affiche, sans rien, et je crois qu'ils ont même redonné de l'argent au bout d'un moment en voyant les résultats. Ils étaient confiants, ils l'ont laissé refaire des choses pour que le film soit encore meilleur. Ils l'ont laissé du temps pour finir son film, et non seulement la critique presse est dithyrambique sur le film, et en plus le public est dithyrambique sur le film, ce qui est extrêmement rare quand même d'avoir les deux qui se rassemblent comme ça. Il y a très très peu quand même d'avis négatifs. Alors il y a des petits pinailleurs, j'ai vu maintenant qu'on essaie de casser. Alors, peut-être pas aller à contre-courant aussi, je sais pas, mais c'est une des rares fois où vraiment tout le monde se rassemble un peu autour d'un film comme celui-ci. Je suis content que ça soit sur Mad Max, parce que ça tue, parce que c'est violent, parce que c'est quand même sombre quand même. Il y a plein de thèmes quand même assez particuliers dedans, on l'a pas dit, mais il y a des femmes qui allaitent, qui sont poussées à allaiter non-stop, des gens difformes dans tous les sens, les gens sont exploités. Enfin, il y a les espèces de kamikazes qui veulent absolument rejoindre le Valhalla, qui se sacrifient juste pour un mec qui leur demande de le faire. Enfin, il y a plein de sujets comme ça un petit peu en filigrane qui pose l'univers un peu partout. Donc je suis vraiment content que ça soit bien et que ça fonctionne. Ça fait plaisir, et j'espère que ça va lancer d'autres films un peu comme ça. Qu'on laisse le temps, qu'on dit au réalisateur, là, Miller, il a eu 3 ans de post-prod. Oui. On laisse le temps, qu'on arrête les tournages. On fait 6 mois, maximum 1 an post-prod, et on balance. Il y a des films qui ont besoin de beaucoup plus. Comme tu disais, on lui a permis de faire des reshoots, ce qui est assez rare et tout, pour redonner. Ou alors c'est mauvais signe. Ouais, ou parfois c'est vrai, parfois c'est mauvais signe. Mais là, c'était vraiment pour intensifier le film, et c'est ça. Laissez la main au réalisateur. J'en ai marre que dans les films, on se rend compte que le tournage a été fait par le réalisateur, le montage, le réalisateur a dit quasiment aucun mot, c'est le producteur qui fout les pattes dessus. Qu'on laisse le réalisateur du début à la fin jouer avec son bébé, et voilà, qu'on nous le sorte tel quel sur l'écran. Oui, là je viens de retomber. Je suis d'accord avec toi. Oui, pardon. Non, vas-y. Oui, je viens de retomber là. Oui, c'est George Miller lui-même qui a confirmé une suite. Donc il y aura sur un Mad Max 5 qui s'appellera The Wasteland, et ça il l'a confirmé quelques jours après la sortie de Fury Road. Qui prennent son temps quand même. Là j'ai un peu peur. Et il envisage un 6e film. Ouais, doucement, Georges, doucement. Par contre, je touche du bois, 70 ans. Ouais, presse-toi un peu quand même. Ouais, quand même. Ouais. Mais pas 30 ans, quoi. Mais pas. C'est ça. Mais c'est ça, ouais, que même cela, qu'on laisse la chance à des réalisateurs un petit peu plus âgés d'aller au bout de leurs idées, qu'on laisse les réals faire leur travail, et voilà à quoi on a droit. Même Avengers 2, voilà, que j'ai pas surkiffé, mais quand on l'entend derrière, comment dire, Josh Whedon, qui a bien indiqué que il a pas eu la main complète sur son film, quoi, qu'il a pas fait ce qu'il a voulu, d'ailleurs il arrête. Et il arrête, hein, donc. Voilà, que les prods et les producteurs lâchent la bride et arrêtent de foutre leurs mains dans les films. Voilà.
Et c'est là où Mad Max fait du bien, c'est que là tout ce qui est DC Comics, les Marvel qui ont prévu des films jusqu'en 2079, ça s'essouffle déjà. Et c'est là où j'espère que les gens, en voyant un film comme Mad Max bien filmé, qui est généreux, qui est cohérent et qui leur défonce pas le cerveau, j'espère qu'ils vont réclamer un peu plus de films comme ça, vraiment bien fait, avec un réalisateur qui a vraiment un regard sur son film et vraiment la main mise sur son film. Mais bon, j'ai un peu des doutes que ça relance d'autres films de ce genre-là et le courage des studios, mais bon, on verra bien. Croisons les doigts. Ouais. On croise les doigts aussi. Donc je pense qu'on a fait un bon tour du propriétaire quand même. Un dernier conseil, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire, même si vous êtes moyennement envie à voir la bande-annonce, foncez, vous en serez pas déçus. Allez-y. N'hésitez pas. Donc voilà, cet épisode 7 de À l'affiche s'achève. Donc merci Creepers, Milo et Stefcore de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver? On va commencer par Creepers. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur donc les podcasts des bits et des pixels, donc podcast jeux vidéo, un podcast rétro gaming que j'anime et un autre podcast sur l'actu jeux vidéo, donc sur des bits et des pixels, iTunes, Univers Podcast, PodCloud, enfin un petit peu partout maintenant. Hein. Donc si vous aimez le jeu vidéo un petit peu, essayez de poser une petite oreille et dites-moi ce que vous en pensez. D'accord. Milou. Alors moi, pour me retrouver, je dirais pas H24 sur Twitter, mais presque. Sur @lemilou tout attaché. Et sinon dans le podcast FMIcast, on sera en live dans 2 jours. Alors on est le 27, donc ça sera le 29. Je sais pas quand tu vas diffuser à l'affiche. Je vais essayer de le diffuser assez rapidement vu qu'il y a eu un grand écart entre les 2 derniers. Je vais essayer de pas trop traîner. Si vous faites pas le direct, sur le site fmicast.net, vous trouverez après l'épisode. D'accord, ouais. Et puis de temps en temps sur la Chevocom, avec Oasis aussi. Hein. Ouais, avec. Ce serait bien que vous veniez, Creepers ou Stefcore. Avec plaisir. Si un jour péremptoire a l'idée d'en refaire, ce serait cool. Avec plaisir. Moi, j'aime bien parler, dire n'importe quoi, donc. Y a pas de problème. Ça pourrait être très drôle et puis il y a une sacrée bande, c'est vachement sympa. Stefcore, où est-ce qu'on se retrouve? On peut essayer de me choper sur Twitter, @Stefcore, mais c'est vrai que la différence de Milou, j'y traîne pas trop en ce moment. Non, je m'en détache un petit peu, mais mais autrement c'est le seul endroit, donc voilà, je fais des apparitions de temps à autre. Et pour retrouver l'émission, vous pouvez nous retrouver sur Twitter @alaffichepdc tout attaché. Vous pouvez également nous retrouver sur PodCloud alaffichepdc.fr. On est également diffusé sur Pod Radio sur le canal Gamma. Peut-être une annonce qui va pas tarder, mais pour l'instant je n'en dis pas plus. C'est ça. Et autrement, pour ma part, vous pouvez me retrouver également dans Gamecraft tous les jeudis en live sur YouTube et également sur Twitter @oasis35. Donc merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. On va se quitter avec comme à chaque fois maintenant vous avez l'habitude, un morceau une chanson. Là ça va être le morceau de la bande annonce, de la bande originale de Mad Max qui s'appelle Brother in Arms. Personnellement c'est un gros coup de cœur. C'est ça. Pour toi aussi Creepers il me semble. C'est dans ce morceau-là où si vous tendez l'oreille, vous remarquerez qu'on retrouve des petites touches de morceaux classiques assez connus. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à me la dire par Twitter. Ça pourrait être sympa de la partager pour les autres. Et puis autrement, on vous dit passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la semaine prochaine. Salut. Ciao.